qui a été construite en 1776. Une des dernières captiveries de l'île de Gorée. Les premières avaient été construites à partir de 1536, époque portugaise. Les Portugais avaient été les premiers Européens à venir à Gorée en 1444. Et dans cette maison, à l'époque, il y avait 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants, séparés de cellules suivant le sexe et l'âge. La durée de l'attente pour ces esclaves avait été très longue, parce que de 3 mois, voire 3 mois et demi. Il n'y avait alors que des voiliers comme moyen de transport. Mais ils partaient les esclaves le plus souvent sous un numéro matricule. Une fois dans les plantations aux Amériques, alors ils se choisissaient, on leur attribuait tout simplement les noms ou les prénoms de leurs nouveaux maîtres. Aux États-Unis à l'époque, les esclaves eurent tout naturellement des noms ou des prénoms anglo-saxons. Brésil, c'était des noms ou des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, alors naturellement des noms ou des prénoms français. Mais parce que séparés à l'époque, ils avaient alors été les esclaves de la manière suivante. À droite et à gauche, en bas, les cellules des hommes. Et droit devant, nous avons l'exemple typique de cellules pour hommes. 2,60 m sur 2,60 m pour 15 à 20 ans. Tous étaient alors assis par terre, tout autour du mur, adossés au mur, les chevilles enchaînées. Ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour. C'était pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Les toilettes qui, pour les hommes, se situent alors à l'extérieur, généralement sur le quai. Dans le prolongement à l'angle à gauche, vous verrez la cellule des enfants où le taux de mortalité fut le plus élevé. C'est là une petite cellule prolongée par un couloir qui conduit jusqu'au fond. Mais les enfants y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Ensuite, les jeunes filles. À l'époque, on les avait choisies pour la qualité des seins. Les marchands d'esclaves n'avaient donc fait que s'inspirer de la coutume africaine, qui n'avait reconnu les jeunes filles vierges qu'à partir de la fermeté des seins. Toute jeune fille dont les seins n'avaient pas été suffisamment fermes avait été considérée comme ayant perdu sa virginité et mise du côté des femmes. Mais la vente avait tout simplement fini par revêtir la forme d'un troc. Or, du point de vue troc, un enfant n'avait été échangé que contre un petit miroir. Un homme de plus de 60 kilos. Et 60 kilos, c'était donc le poids minimum exigé pour les hommes. Alors, un homme de plus de 60 kilos avait donc été échangé au même prix ou à égale valeur qu'une jeune fille considérée comme vierge, l'équivalent d'un baril de rhum ou d'eau de vie. Quant à la femme, elle avait été vendue 4 fois moins cher. Tout de suite après, vous passerez à la cellule des inaptes temporaires, celle des hommes de moins de 60 kilos. Moins de 60 kilos à l'époque, ces hommes avaient donc été installés dans la cellule pour l'inapte temporaire, à l'effet d'y être engraissés comme du bétail. Mais engraissés à l'aide de fèves de marais, une espèce de haricot connu ici au Sénégal sous l'appellation de niébé, souvent additionné à de l'huile de palme. Au bout de 3 mois à 3 mois et demi, ce qui à cette époque avait bien correspondu à la durée de l'attente pour les esclaves. Ceux qui, malgré tout, n'avaient pas augmenté de poids au point d'atteindre les 60 kilos ne partaient plus pour les Amériques. Mais cela n'avait alors pas fait d'eux des hommes libres. Pour autant, même s'ils n'avaient pas atteint 60 kilos, ils étaient demeurés toujours des esclaves. On les avait simplement vendus moins cher pour servir localement en qualité de domestiques. En dessous des escaliers de l'autre côté, vous verrez qu'il y a une porte donnant sur un trou. C'était la cellule des récalcitrants. Ceux qui s'étaient rebellés ou qui tout simplement avaient alors refusé d'obéir. Et pour les punir, tous avaient donc été enfermés dans cette cellule, en dessous des escaliers. Les gardiens n'avaient alors pas eu à se préoccuper outre mesure de savoir le nombre d'esclaves qui pouvaient se contenir dans une cellule comme celle-là. Leur seule préoccupation avait été tout simplement de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Car finalement, à l'époque, les esclaves avaient été considérés moins que des bêtes.
Et à droite, la même chose, également une cellule pour les récalcitrants. La différence, 2 fenêtres à cette fois-ci, visibles sur les côtés, mais qui datent de 1848, année de référence de l'abolition de l'esclavage en France et dans les colonies françaises. La date exacte avait été le 27 avril 1848. C'est précisément à cette date-là qu'avait été alors signé le décret d'application. En entrant à la maison des esclaves, Madame, Monsieur, tout le monde a vu la porte du milieu, elle donne forcément sur la mer, mais nous l'appelons porte du voyage sans retour. Lorsqu'ils partaient les esclaves, c'est bien donc par ce couloir qu'ils avaient été amenés vers les bateaux. Mais chaque fois que l'un d'eux avait franchi la porte vers la mer, alors pour l'esclave c'était adieu l'Afrique. Passé la porte, il devait alors monter sur un pont, construit à l'aide du bois de rognier, précisément le bois de palmier que vous verrez soutenant le plafond. Or donc, le pont à l'époque avait permis aux esclaves de passer tout bonnement de la maison à bord de petites barques, qui, du fait même des rochers, venaient les chercher pour les amener vers les bateaux amarrés un peu plus loin. Mais en allant vers la sortie, 2 couloirs à droite et à gauche, c'était la salle d'attente pour les esclaves à naissance de départ. Le dernier couloir de droite et de gauche avait été celui des gardiens, à l'époque choisi parmi les esclaves, mais dont la présence avait fini par être parfaitement inutile. En effet, les esclaves à l'époque partaient enchaînés, 2 à 2, à partir des chevilles. Et au milieu de la chaîne avait été accrochée une boule. Elle était en fer et pesait 10 kg 300. Si bien que chaque fois que l'un d'eux avait alors tenté de s'évader en plongeant, il avait coulé immédiatement, entraîné par le poids de la boule, et était mort noyé. Du fait même de tous les malades que l'on avait eu à jeter à la mer, Madame, Monsieur, il y a que toute cette partie de la côte avait été envahie par les requins. Oui, comme quoi les esclaves à l'époque, finalement, n'avaient eu aucun moyen de s'évader. Mais la traite des Noirs, au total, avait duré 350 voire 400 ans, avec au bout 15 à 20 millions de Noirs, qui provenaient alors essentiellement de toute la côte ouest de l'Atlantique, mais qui, à partir des côtes ouest de l'Atlantique, avaient été tout simplement amenés à destination des Amériques, États-Unis, Brésil, Cuba, Haïti, Antilles et Caraïbes. 6 millions moururent de privation ou de mauvais traitements. C'étaient forcément les meilleurs qui partaient, parce qu'évidemment, tous issus de la sélection, et la sélection avait bien exclu d'office malades et vieillards. Mais à noter également au passage que ce n'est donc pas uniquement à partir de l'île de Gorée d'où l'on avait eu embarqué des esclaves à destination des Amériques. La réalité est que d'autres endroits avaient alors bien existé, mais alors disséminés tout le long de la côte ouest de l'Atlantique, comme les forts d'Elmina et de Cape Coast au Ghana. Étant entendu que la même chose avait existé du côté du Bénin, essentiellement le long de la côte de Ouida, jusqu'à Abomey. Également au Nigeria, Lagos et Badagry. Non loin de nous, la Gambie, James Island. Mais le fait est que petit à petit, l'île de Gorée, tout simplement, avait donc fini par prendre le pas ou de l'importance sur les autres centres de transit, du fait même de sa position géographique, car c'est il est bien l'endroit le plus proche des côtes américaines. L'étage à l'époque avait été réservé pour servir de logement pour les marchands d'esclaves. Mais la grande question aujourd'hui est qu'on pourrait se demander comment, oui, comment, à cette époque avaient-ils pu, ces marchands, s'organiser pour vivre si près avec tous les esclaves en bas. Mais il y a que les Européens, finalement, n'avaient donc pas été les seuls à s'être occupés de la vente d'esclaves noirs. Parce qu'avant la traite atlantique, organisée alors par les Européens à destination des Amériques, une autre l'avait précédée, donc plus ancienne. Par conséquent, il s'agit de la traite des Noirs par les Arabes, qui, elle, s'était alors bien trouvée localisée du côté de l'Afrique de l'Est, entre les 11e et 15e siècles. Le grand port d'esclaves avait été alors Zanzibar. Les esclaves, traités à partir de Zanzibar, avaient été amenés à destination de l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, l'Égypte, l'Asie, y compris l'Inde. Et cela, bien entendu, sans compter celle qui est dite transsaharienne, qui en réalité avait duré du 7e siècle au 19e. Mais pour terminer, Madame, Monsieur, il y a qu'aujourd'hui la maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression de la démocratie et des droits humains. Mais pour garder cette vision, elle se doit, la maison des esclaves, d'être pour toujours un lieu de célébration de la réconciliation entre les peuples. Et je terminerai donc en souhaitant à toutes et à tous bon séjour à Gorée. Merci de votre attention et bon appétit.